Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir, mardi 22 juin. Il est 20h08 et nous démarrons cette dernière réunion publique 2.0 sur le thème des réalisations et perspectives qui clôture une année de mandat dans un contexte un peu particulier. Merci pour ceux qui nous ont rejoints sur Zoom, sur le webinaire. Merci à tous ceux qui sont également sur YouTube. Nous prendrons les questions, faites-les passer au fur et à mesure et nous les traiterons à la fin, regroupées par thème. Comme ça, ce sera plus facile de répondre à tout le monde et de les traiter. Alors, première année de mandat dans un contexte particulier, comme je disais, effectivement, c'était plusieurs confinements, pas ou peu d'activités, notamment pour les sports, pour les associations, pour la culture, pas de réunions publiques autres que les réunions numériques. Et c'est sûr que c'est un contexte qui rend difficile pour une nouvelle équipe avec presque quasiment que des nouveaux élus municipaux, la mise en place de cette nouvelle équipe. Donc, c'est un contexte plus compliqué. Et puis, avec en plus, dès le départ, la prise en compte de quelques dossiers en souffrance, des dossiers importants sur des travaux qu'il fallait finir, sur les OAP, sur quelques contentieux dont nous avons hérité. Je voudrais tout d'abord adresser un remerciement aux agents municipaux qui, effectivement, avant que nous arrivions, avaient connu 3 mois de confinement, 2 années de fin de mandat particulièrement chargées en gros travaux. Et je tiens à souligner, effectivement, leur engagement et leur capacité d'adaptation pendant toute cette période où il a fallu travailler en grande partie à distance, en partie dans la mairie, pour continuer à accueillir les Bucquoises et les Bucquois dans un contexte où, c'est ce que nous avons découvert en arrivant, quand même, dans certains services, des sous-effectifs, une surcharge de travail. Et donc, dès le départ, nous avons eu pour souci d'améliorer les conditions de travail des agents tout en faisant attention aux finances, bien évidemment, puisque, vous le savez, la masse salariale représente à peu près la moitié de nos dépenses de fonctionnement. Donc, c'est forcément quelque chose sur lequel nous devons faire très attention. Je tiens à cette occasion à remercier également notre adjointe aux finances, Pierrette Mazery, justement, qui nous permet avec les services de mettre en place des outils nous permettant de suivre ces finances qui sont contraintes et qui seront probablement contraintes quand à la sortie de la crise. Alors, une équipe qui s'est mise en place avec des délégations très réparties. Donc, en fait, ça a été un nouveau mode de travail avec les agents, beaucoup moins de centralisation par rapport à ce qu'ils avaient connu avant, où effectivement, je dirais que tout remontait dans un certain bureau. Là, nous avons fonctionné de manière très différente puisque chaque conseiller municipal a une délégation et donc chacun s'est impliqué. Et pour les services, tout à coup, c'était découvrir de nombreux interlocuteurs, encore une fois, dans un contexte un petit peu compliqué pour favoriser les échanges. Ce qui était important, pourquoi est-ce qu'on avait fait ça? Vous vous souvenez, c'était pour pouvoir répondre aux attentes de changement et d'évolution qui avaient été exprimées par vous lors des élections. Et donc, il a fallu aussi, pendant cette première année, assurer une certaine adaptation de l'organisation pour permettre la réalisation du programme. Et ça n'est pas terminé, puisqu'en fait, il y a eu et il y aura quelques évolutions en termes de personnes, et notamment, ça avait été annoncé sur le changement à la tête des services, puisque nous aurons une nouvelle directrice générale des services qui arrivera cet été. Euh, alors, un certain nombre de sujets à aborder maintenant. Donc, nous avons travaillé depuis le souci, avec un souci de transparence. Transparence dans l'information, j'y reviendrai après, transparence dans les décisions. Je prendrai un exemple. J'ai eu la volonté que l'on crée une commission d'attribution des logements sociaux au sein du CCAS et il y a quelques mois, lors d'un conseil municipal, une délibération a été acceptée d'ailleurs à l'unanimité des conseillers municipaux pour permettre à cette commission d'attribution de travailler sur les logements sociaux. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'avant, je dirais, c'est un sujet qui est très sensible. Nous avons peu de logements sociaux pour lesquels nous maîtrisons effectivement l'attribution, mais par contre une liste d'attente très importante. Et afin d'avoir
une transparence, une objectivité dans l'attribution de ces logements. J'ai souhaité effectivement que ce ne soit pas au libre arbitre du maire, mais que ce soit le CCAS avec une commission qui a été nommée en son sein pour mettre ça en place. Autre aspect de transparence, c'était aussi de favoriser la mobilité interne des agents quand des opportunités se présentaient. Et notamment, il y en a 2 qui récemment ont pu bénéficier de cette mobilité et qui ont assuré de nouveaux postes. Et puis, écoute, réactivité, information. L'écoute, c'est la prise en compte des demandes et des questions des Bucquois, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, qu'elles soient par mail. Nous les prenons en compte et en essayant de les traiter le plus rapidement possible. Et nous avons pu voir aussi, nous avions ce souci-là, mais ça s'est mis en place naturellement, une accélération dans le traitement des dossiers et des demandes. Et je remercie encore une fois les services pour ça, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui naturellement s'est mis en place lors de ces derniers mois. Sur le slide suivant, information et consultation. Alors, l'information, vous l'avez vu, le Bucinfo, c'est un magazine qui a été entièrement revu. Qu'est-ce qui nous a motivés? C'était effectivement de faire un magazine qui soit réellement utile, qui donne des informations, sur le fonctionnement de la commune. Vous notez que nous avons par exemple à chaque fois un focus sur un service particulier. C'est important que les Bucquois connaissent mieux les services municipaux, ce que font les agents pour eux, quelle est leur responsabilité, quel est leur travail au quotidien. C'est également sur les commerces pour les faire mieux connaître, de laisser parler les associations. Dans le dernier numéro, nous avons également les conseils de quartier. C'est important qu'ils aient leur place dans ce Bucinfo pour pouvoir informer l'ensemble des Bucquois sur leurs réflexions, leurs travaux, leurs actions, et elles commencent à être nombreuses aujourd'hui. C'est également la page Facebook de la mairie qui est mise à jour maintenant en continu. Nous utilisons aussi les panneaux numériques, vous avez pu le constater. Et puis, ce sont ces réunions participatives 2.0, comme nous les avons appelées, et il y en a eu un certain nombre sur l'urbanisme, sur l'Europe, sur la jeunesse, la transition écologique et l'éducation, par exemple. La consultation, ça a été, nous nous étions engagés, consultation sur les projets structurants. Il y en a un qui a démarré, qui est très structurant, qui est un sujet que nous avons pris à bras-le-corps dès le départ, mais qui est compliqué. Certains aimeraient que ça avance plus vite, d'autres aimeraient que ça avance moins vite. C'est le projet de l'OAP de Cœur de Ville. Deuxième projet important en termes de concertation, ce sont les rythmes de l'enfant. Ça n'était pas prévu au programme, mais nous avons été en fait sollicités par de nombreux parents et les délégués de parents à l'occasion justement de l'expérience, des ce qui a été mis en place pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire, où nous avons été contraints de mettre en place un rythme à 4 jours pour permettre effectivement d'assurer les services tous les jours et d'accueillir les enfants. Et cette mise en place, ce nouveau rythme, finalement, a suscité un certain nombre de questions, de réflexions de la part des parents qui nous ont demandé de réfléchir à ça. Alors, c'est vrai que nous avons décidé très rapidement, et ça n'était pas prévu, de lancer cette consultation. Ce sera abordé tout à l'heure et je laisserai le soin à Elisabeth Verly d'en parler un peu plus. Mais je pense que c'est une adaptation aux demandes des Bucquois et une concertation qui a été particulièrement réussie compte tenu des échanges que nous avons pu voir. Il y a eu d'autres choses qui sont moins significatives, par exemple, comme un groupe de travail qui s'est réuni sur le parking du Pré-Saint-Jean pour réfléchir à la manière de permettre effectivement aux Bucquois de l'utiliser correctement, de voir les contraintes en matière de stationnement, avec, encore une fois, pendant le confinement, finalement, un certain nombre de personnes en télétravail qui laissaient leur voiture là toute la journée. A contrario, moins de visiteurs, notamment de Buc Ressources. Et donc, un groupe de travail s'est animé par Hervé Violent à travailler sur ce sujet-là. Et puis, quand même, également un engagement de programme, c'était le premier budget participatif. Alors, ça a été globalement une réussite. Et John Collet-Mallet en parlera tout à l'heure. Ça a été une réussite puisqu'il a été mis en place. Il y a eu un certain nombre de projets. Et puis, la réalisation
va se faire maintenant. Alors, c'est vrai que parfois, certains sont impatients de voir les réalisations à la suite des décisions qu'ils ont prises, mais c'est vrai que il y a des démarches administratives, il y a des contraintes d'appel d'offres dans certains cas, etc. Et les choses prennent un petit peu de temps, mais maintenant, vous allez voir, c'est quelque chose qui va se réaliser. Alors, quand je dis ça, est-ce que tout a été réussi? Non, non, certainement pas. Si on regarde, si on fait un bilan et si on regarde les points d'amélioration, alors déjà, première chose, concertation, ça ne veut pas dire codécision. Concertation, ça veut dire qu'on entend, qu'on écoute, qu'on prend en compte les suggestions, qu'on fait travailler des groupes de travail. Et derrière, c'est soit le conseil municipal, soit, in fine, le maire sur certains sujets qui effectivement décide. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'informer et vraiment de concerter. Certains sujets de concertation, comme les rythmes de l'enfant, ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont décidé. En l'occurrence, ce sont essentiellement les parents, mais également les professionnels et les élus et présidents d'associations. Donc, dans ce cas précis, la décision a été déléguée. Dans le budget participatif, c'est la même chose. Alors, il faut savoir aussi que tous les projets ne donnent pas forcément lieu à concertation. Mais par contre, nous prenons le soin systématiquement d'informer. Et peut-être que dans certains cas, nous n'avons pas été assez clairs sur le fait que quand nous informions sur un projet, ce n'était pas forcément pour dire on lance une concertation, on va réunir un groupe de travail, mais par contre pour informer, mais on est toujours à l'écoute des suggestions que vous nous faites passer, qu'elles passent par les conseils de quartier, qu'elles passent directement, quelles qu'elles soient, au travers des commissions municipales. Quoi qu'il arrive, nous les écoutons, mais c'est vrai que tout projet ne donnera pas forcément lieu à une concertation. À nous de mieux l'expliquer quand on lance un projet. Également, la complexité d'un projet, quel qu'il soit, si je prends le cas par exemple de l'OAP2 Cœur de Ville, c'est la prise en compte de l'intérêt général. Et nous le savons tous, mais c'est toujours important de le répéter, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est à un moment donné un choix. Donc il faut bien communiquer sur ce qu'est l'intérêt général, il faut bien entendre tous les avis, les écouter, les entendre, mais nous savons également qu'ils ne seront pas tous satisfaits. C'est la loi de la démocratie. À un moment donné, une décision est prise. Et effectivement, certains ne partageront pas cette décision, nous le savons, mais nous essaierons de faire en sorte que cette décision puisse être expliquée, puisse être justifiée et acceptée par le plus grand nombre. Donc, expliquer nos décisions, toujours et encore mieux. Je vais prendre un exemple. La Maison de la Jeunesse. La Maison de la Jeunesse, c'était un engagement de notre programme parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la petite enfance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des associations, beaucoup de choses également pour les seniors. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, eh bien, il y a une tranche d'âge qui est relativement délaissée. C'est 11, 17, voire jusqu'à 25. Et là, c'était un engagement de notre part. Donc, il y a eu un travail de plusieurs mois entre les services et les élus pour voir quelles étaient les solutions pour nous permettre d'implanter une maison de la jeunesse. Après les différentes études, il s'est avéré que c'était la maison des associations qui nous paraissait être le choix le plus pertinent, proche de là où se trouvent ceux qui vont bénéficier de la maison de la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes qui sont au collège et au lycée notamment. Alors, nous avons pris cette décision. Par contre, c'est vrai que nous aurions pu mieux communiquer aux associations de manière plus anticipée et permettre plus de temps pour mettre en place d'ici le mois de septembre ce changement. Parce que, évidemment, ce qu'on leur demande, c'est de bouger. Et les services avaient travaillé déjà sur une première mouture de planification de toutes les activités des associations dans toutes les salles. Mon objectif aussi, c'est que je souhaite qu'on utilise au maximum l'ensemble des salles qui sont à disposition des Bucquois. Nous avons mis 1 million d'euros quasiment dans le théâtre pour le réhabiliter. Il est hors de question, vous imaginez bien, qu'on ne l'utilise que pour les spectacles qui ont lieu dans l'année. Il faut, à mon sens, que les associations culturelles puissent en bénéficier, puissent l'utiliser, pas uniquement pour des spectacles, mais aussi quand ils répètent, que ce soit pour la danse, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le théâtre. De la même manière, le château doit être utilisé au maximum. Il y a des salles, elles sont là pour être utilisées. Et je crois que quand j'entends dire oui, mais on préfère ne pas trop l'utiliser parce qu'en fait, ça va l'abîmer. Oui, c'est vrai que si effectivement, on n'a pas
de manière régulière un plan d'entretien des bâtiments, il vaut mieux ne pas les utiliser. Mais à ce moment-là, pourquoi faire une salle polyvalente? Pourquoi faire un nouveau gymnase? Pourquoi dépenser 1 million d'euros dans un théâtre si c'est pour ne pas utiliser ces salles-là? Donc, notre volonté, c'est effectivement d'utiliser au maximum toutes les salles qui sont à disposition des Bucquois, qui ont été payées par les Bucquois, je vous le rappelle, et donc en priorité à utiliser par les Bucquois. Bon, mais juste sur ce point, aujourd'hui, je crois pouvoir dire que nous avons entendu les critiques qu'on nous a fait sur les usages pour certains. Je crois que toutes les associations ont maintenant leur créneau, et notamment Rond-Point, où nous avons pu gérer. C'est vrai que c'était difficile au départ parce que notre décision n'a pas été forcément bien comprise. Euh, on nous a reproché d'avoir mis les gens sur devant le fait accompli, mais encore une fois, c'était une décision. Ce qui était dans la concertation, c'était comment aménager les horaires. Et je pense que nous avons pu répondre aujourd'hui à Rond-Point. Toutes les activités vont se retrouver regroupées dans l'espace culturel des Arcades, la salle polyvalente, et le bureau de Rond-Point aura une salle dédiée juste à côté. Et je pense que ce sera pour une plus grande satisfaction parce que très honnêtement, quand on regarde cette salle polyvalente, ça permet de voir que nous sommes dans un confort important. Le budget participatif, on a tiré des enseignements et la deuxième édition sera améliorée sur la base des enseignements que nous avons tirés aujourd'hui. Et je crois que ce qui est important, c'est que la reprise du présentiel va nous permettre quand même de faciliter les échanges. Nous pourrons avoir des réunions, nous pourrons avoir des visites de quartier. Je vais prendre par exemple, nous étions hier matin dans le cadre de la commission d'accessibilité dans le quartier du Cerf-Volant avec des élus d'autres villes, avec des représentants des conseils de quartier, avec des personnes malvoyantes, non-voyantes ou à mobilité réduite pour justement concrètement regarder, faire le constat de ce qui devait être amélioré. Et ces visites-là, bien évidemment, nous ne pouvions pas les faire tous les mois qui ont passé, et ça n'est que maintenant. Et ça, nous allons le multiplier. Donc, je pense que la deuxième année de notre mandat va être plus facile et plus concrètement sur le terrain, vous nous verrez et nous pourrons travailler ensemble. Quoi qu'il arrive, nous allons continuer le diagnostic et les actions pour améliorer le service qui est rendu aux Bucquois, que nous devons rendre aux Bucquois. Alors, très brièvement, les projets à venir, les perspectives sur l'année qui vient, c'est la Maison des Jeunes, c'est un parvis végétalisé sur la place de la pyramide, pardon. C'est la réalisation des projets du budget participatif, c'est une vision plus claire du projet de loi P2 avec un cahier des charges et des délais qui vont pouvoir être communiqués parce que les groupes de travail ont particulièrement bien travaillé et une synthèse sera rendue très rapidement maintenant. C'est le travail sur la maison médicale. Nous avons, vous le savez, nous avons décidé de changer le lieu de la maison médicale, mais nous maintenons ce projet de maison médicale parce qu'il est nécessaire. Alors, il ne s'agira pas d'aller débaucher les médecins qui déjà reçoivent les Bucquois comme patients et d'aller les débaucher dans les communes à côté. C'est pas vraiment le sens que l'on voit de la coopération avec les villes voisines. C'est la reprise de la saison culturelle. Je pense que nous sommes tous impatients. Ça a tout juste commencé, mais vraiment, ça redémarre au mois de septembre. N'oubliez pas qu'il y aura le Forum des associations, il y aura le Festival de la BD, et puis un nouveau rendez-vous que nous avons co-construit avec les villes des Loges en Josas et de Toussul-Noble, qui initialement avait été prévu pour le 8 mai, une fête de la fraternité qui aura lieu le 25 septembre. Notez bien ça sur votre agenda, vous verrez, ce sera un événement festif, riche en animation, avec des surprises, je ne vous en dis pas plus, mais venez. En conclusion, je terminerai ce long préambule, mais finalement, qui est après quasiment 12 mois à la mairie, pour dire que vous avez avec moi une équipe municipale qui est mobilisée en permanence. Et c'est vrai que je crois pouvoir dire que tous, en tant qu'élus, nous avons, je pense, consacré plus de temps que nous l'imaginions sur le terrain, auprès des services, auprès des Bucquois pour cette première année. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de contacts qui ont été initiés parce qu'effectivement, nous avons voulu
faire un certain nombre de choses on en parlera tout à l'heure. Je pense que Bernard Millon-Rousseau vous parlera tout à l'heure de ce qui a été mis en place, par exemple, avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, parce qu'effectivement, on a noté un certain nombre de points d'amélioration sur des choses qui n'auraient pas dû se passer comme elles s'étaient passées avant. Par exemple, jamais la commune n'aurait dû porter les 4 millions d'endettement pour l'OAP2. Quand on en parle autour de nous, tout le monde ouvre des grands yeux. Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se faire. Et puis, nous avons, justement, quand je parle de communes autour de nous, c'est vrai que nous avons renforcé les relations de collaboration entre les autres communes parce que ça nous paraît important et la fête de la fraternité du 25 septembre en est un exemple, mais aussi il nous paraît important de pouvoir mutualiser nos ressources, mutualiser nos moyens, partager nos expériences pour améliorer, tirer profit des expériences des autres. Et je reviens sur notre commission d'accessibilité qui est pilotée par Frédéric Sarrault et qui a réussi à faire venir en son sein un élu d'une ville voisine de Viroflay qui nous apporte énormément d'expérience, énormément de retours d'expérience et de conseils. Et c'est très important et ça nous permettra d'aller plus vite. Donc, voilà, je terminerai ça pour vous dire que ça a été une année compliquée, ça a été une année très riche, ça a été une année également très satisfaisante, avec beaucoup d'engagement de notre part et une volonté vraiment de déployer ce mandat et le programme pour lequel vous nous avez choisi il y a quasiment un an maintenant. Vous le voyez, il y a un certain nombre de points de satisfaction et je laisserai la parole à un certain nombre des adjoints et conseillers municipaux juste après qui vont euh, piocher au milieu des réalisations ce qui a été fait. Vous en avez un exemple plus complet dans le dernier Bucinfo, mais je peux vous dire que vous avez une équipe qui est vraiment à vos côtés, à votre service et avec certes aura besoin, je pense, de quelques semaines de vacances cet été pour reprendre des forces et repartir sur le même rythme à partir du mois de septembre. En tout cas, notez vos questions pour que nous puissions les prendre à la fin. Et je vais céder la parole tout maintenant, je pense, à John Coleman. Je crois que, John, c'est toi qui démarre. Merci beaucoup. Voilà, je reviens dessus. Hop. Affichage, mode plein écran. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Stéphane. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je souhaite vous parler des différentes réalisations que nous avons menées ensemble avec toute l'équipe et également avec l'aide des agents. Et monsieur le maire, comme l'a dit tout à l'heure, je tiens à remercier l'appui des différents services qui nous ont aidés dans les différents domaines que je vais évoquer ici. Alors, la première, vous savez, on a mis en place cette année-ci, ça nous tenait à cœur, c'était ressorti pendant la campagne électorale, toute la concertation avec les citoyens. Nous avons lancé et mis en place très, très rapidement une plateforme citoyenne et on l'a utilisée, vous avez pu l'utiliser dans le cadre du premier budget participatif. Ensuite, on l'a réutilisé dans le cadre des différentes consultations. Il y a eu une consultation sur la conciergerie, sur les services aux seniors. Il y a eu la grande consultation sur le rythme de l'enfant. Et cette plateforme va être en constante évolution et amélioration surtout parce que ça nous permet de prendre votre avis sur les différents projets qui seront menés. Vous verrez des évolutions, des améliorations dans les mois qui viennent sur la façon dont on va l'utiliser. Ça permettra aussi de voter, de faire des mini-sondages sur des sujets différents. On l'a évoqué tout à l'heure, les améliorations dans les outils de communication. Alors là, ça a été probablement le plus visible, a été le nouveau format, beaucoup plus aéré, beaucoup plus tourné vers les Bucois. Et donc du coup, là-dessus, vous avez pu voir les différentes améliorations, aussi bien Bucinfo que le site informatique, le site web de la mairie, qu'on est en train de travailler là-dessus pour une refonte complète de notre site web.
Donc ça va sortir. On a depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, un nouveau responsable, un nouveau directeur de la communication qui est à nos côtés, qui est spécialiste de ce domaine du numérique et qui va nous aider à refonder complètement le site web pour le rendre bien plus convivial. Le site que nous avons date, si je ne me trompe pas, de 2015 et il a un peu vécu. Les réseaux sociaux, hein, on est très présent, vous le savez, sur l'alimentation des différentes informations que nous mettons en place, sur la page Facebook, sur le site de la mairie, sur l'application Buc en Poche. Et donc, ces réseaux sociaux vivent aujourd'hui de façon relativement dynamique pour vous permettre un accès rapide aux informations. Alors, en parlant d'accès rapide, je tiens à signaler aujourd'hui également que, par exemple, dans les réponses aux mails, aujourd'hui, il n'y a pas de retard dans les réponses aux mails que nous faisons. Quand vous nous faites une demande par mail, il y a une réponse quasi instantanée. Il n'y a jamais de retard dans ces domaines-là. Grande attente et premier gros projet lancé dans le domaine participatif, dans le domaine de la démocratie constructive, a été le premier budget participatif qui a été un très beau succès pour toute la commune. Hein. Donc, les projets se mettent en place petit à petit et vont se réaliser. Certains commenceront cet été. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, on va avoir les premiers projets du budget participatif. Ensuite, dans les aspects d'implication de tous les conseillers municipaux, nous l'avions promis, nous l'avons fait, c'est dans la gouvernance tout simplement de cette équipe. Monsieur le maire vous a évoqué les différentes délégations autour de l'équipe élargie. Aujourd'hui, dans notre équipe, tous les conseillers municipaux sont impliqués, ont une charge et sont dans les différents groupes et mènent les travaux, soit dans des groupes de travail ou directement ont une charge pour réaliser les différents projets, en tout cas vous accompagner dans la mise en place des différents projets. Nous travaillons également fortement avec les communes voisines. On travaille avec eux sur un certain nombre de projets, on les sollicite, on leur demande leur avis sur… Je vais vous donner un exemple avec mon collègue Jean-Christophe Hilaire qui vous évoquera tout à l'heure l'éclairage différencié. C'est un projet qu'on avait évoqué avec les communes des Loges à côté avant de le mettre en place chez nous. On échange avec eux et on leur apporte également beaucoup d'informations. Ils sont très intéressés, par exemple, par le budget participatif qui a été lancé à Buc. Ça nous permet d'échanger et de permettre à certaines autres communes, typiquement Bièvre, hein, qui s'est beaucoup inspiré de ce qu'on fait pour lancer le sien, et d'autres communes, non seulement de VGP, mais ailleurs en France, nous appellent également à ce sujet. Donc, on échange beaucoup avec nos communes de VGP sur ces différents projets. Les conseils de quartier, comme vous le savez, c'était aussi un élément fort que nous souhaitions relancer. Alors, je suis très heureux de la façon dont les conseils de quartier se sont relancés et pris en main et accompagnés. Et là, je remercie beaucoup nos référents. Ce sont les conseillers municipaux délégués. Dans chaque conseil de quartier, on a 2 conseillers municipaux référents qui accompagnent les conseils de quartier. On a 3 conseils de quartier. Ces conseils de quartier ont aujourd'hui non seulement des réunions très régulières, mais ils ont mis en place différents groupes de travail pour l'amélioration au quotidien de la vie quotidienne dans les quartiers. Et ces réunions se tiennent régulièrement également, mais il y a aussi des réunions de terrain, des visites qui sont faites et les conseils de quartier invitent les différents adjoints quand ils sont concernés, l'adjoint à l'urbanisme, l'adjoint aux travaux, l'adjoint à l'environnement, à venir participer aux réunions pour permettre d'avoir des éléments de réponse assez vite. Donc, les conseils de quartier, là également, on va les aider à avoir plus de visibilité. Nous travaillons actuellement typiquement sur la plateforme citoyenne, à avoir un espace dédié pour chaque conseil de quartier. Et déjà, ça permettra des échanges intra-conseil de quartier.
Dans les aspects projets européens, on a beaucoup communiqué là-dessus. Vous le savez que nous avons créé un bureau ici à Buc, hein, qui est très récent. L'objectif de ce projet, l'objectif de ce bureau, vous le savez certainement aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup parlé, l'Europe met à la disposition, l'Europe des communes met à la disposition des communes des possibilités financières pour mettre en place des projets de rénovation énergétique, des projets d'accompagnement, par exemple, de la communication. Et pour tous ces projets, il faut monter des dossiers. Et notre bureau aura cet objectif de monter des dossiers. Mais au-delà de ça, ce bureau va également venir en aide à l'ensemble des communes de VGP et notamment aux élus locaux. Le bureau va accompagner les élus locaux des différentes communes de Versailles-Grand-Parc pour les aider au montage des dossiers. Donc, ce sont des projets sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler. Dans les perspectives, je vais vous annoncer ce soir qu'on relance le budget participatif numéro 2, qui va être lancé. La plateforme pour déposer les projets sera ouverte dès le 1er septembre. Mais je vous encourage vivement dès cet été à réfléchir aux différents projets que vous allez voir passer pas mal de communication là, à partir de cet été. Donc, l'été commence aujourd'hui. Donc, vous allez voir passer pas mal de communication et la mise en page, la nouvelle pagination de la plateforme pour le budget participatif numéro 2 qui va démarrer très rapidement. Donc, il y aura un calendrier qui sera beaucoup plus large cette fois-ci parce qu'elle démarre dès le 1er septembre, alors que l'année dernière, on l'avait démarré un peu plus tard, vers le 15 novembre. Cette année-ci, on démarre plus tôt. Ça permettra aux services d'avoir plus de temps d'analyser les projets, de procéder à leur estimation. Et ces projets seront finalisés pour être présentés, comme l'année dernière, au conseil municipal de mars 2022. Et nous annoncerons à ce moment-là les lauréats des différents projets et qui démarreront tout de suite derrière en 2022 pour une réalisation jusqu'à la fin de l'année. Donc, un échéancier qui va être un peu plus flexible, plus souple, mais en contrepartie, les critères seront plus contraints cette année. Donc, notamment au niveau de, par exemple, l'enveloppe de 100 000 €, on va le reconduire à nouveau cette année, une enveloppe de 100 000 € qui est une enveloppe conséquente. Je vous le rappelle que Buc a fait le choix d'une enveloppe conséquente. Ça représente 16,67 € par habitant, alors que la moyenne nationale tourne autour de 6,50 €. C'est une enveloppe conséquente, mais néanmoins, chaque projet, pour permettre un plus large choix de projets éventuellement d'être sélectionné, un projet lauréat ne pourra prétendre qu'à un montant maximal de 25 000 €. Voilà pour le budget participatif. Alors, dans les projets européens, dans les perspectives, nous allons, dans les semaines qui viennent, signer une convention de partenariat avec le bureau Europe Direct de Saint-Germain. Vous savez qu'il y a un bureau Europe Direct à Saint-Germain qui est situé dans la Maison de l'Europe. Donc, ce partenariat permettra à Buc éventuellement de pouvoir monter un certain nombre de dossiers et bénéficier de l'aide du réseau de conseils et d'experts qui se situe au niveau de la Team Europe, de façon d'être pouvoir accompagner dans nos différents projets et bénéficier de l'aide financière dont je veux parler aujourd'hui, de tout à l'heure, qui est disponible au niveau de l'Europe et qui est malheureusement sous-utilisée, mais nous pouvons prétendre aujourd'hui à aller chercher ces aides. Je vais maintenant passer la parole à Céleste Messina, qui est l'adjointe au développement économique, au commerce, à l'emploi et aux solidarités. Je vous remercie. Merci, John. Donc,
Voilà, merci. Donc, vous voyez sur le... C'est bon? Ok, je recommence. Donc, merci, John. Ouais. Vous voyez sur le slide à côté de moi Michel Fastret, qui est le conseiller municipal, qui est vraiment focalisé sur la ZAE. Donc, le premier sujet dans le développement économique, ce sont les commerces. Alors, qu'avons-nous fait? Alors, les commerçants, en particulier ceux de la place du marché, ont lancé une association qui s'appelle ACA, Association des commerçants et artisans. Nous les accompagnons. Nous sommes à l'écoute de leurs besoins et de leurs suggestions. Le deuxième point, c'est à gauche sur cette page. Nous avons été aidés par l'une des agentes de la mairie et nous avons travaillé pour que les commerces, les artisans, les hôtels et les restaurants obtiennent une subvention du département pour les aider à payer leur loyer. Et le troisième point dans les commerces, vous avez dû voir qu'il y a de nouveaux marchands sur le marché. Et nous continuons à travailler avec le placier du marché pour diversifier, pour faire venir soit des marchands réguliers, soit des marchands, ce qu'on appelle volants, donc, qui viennent de temps en temps. Donc, nous continuons à réfléchir à diversifier et comment nous pourrions agrandir l'offre, peut-être par un marché ailleurs, d'autres soirs, d'autres moments de l'année. Donc, ça, c'est ce qu'on fait sur la partie commerce et nous espérons que le fait de faire revivre, faire dynamiser la place du marché fait plaisir aux Bucquois et nous y œuvrons. Sur le slide d'après, c'est surtout Michel Fastret qui se focalise sur ça. Donc, nous vous rappelons, comme a dit Stéphane Grasset, que la bonne santé économique de la ZAE est essentielle pour la bonne santé financière de notre commune. Alors, Michel Fastret suit les offres des locaux qui sont disponibles, qui sont proposés soit à la vente, soit à la location par des propriétaires ou des agents immobiliers ou des investisseurs. Et c'est afin de les mettre en contact avec les demandeurs de locaux. On a des gens qui demandent des petits locaux 100 mètres carrés et on en a qui demandent beaucoup plus grands. On en a qui demandent des bureaux et des ateliers ou beaucoup plus des ateliers. Donc, les bureaux, on a du mal à trouver preneurs, surtout avec le développement du télétravail. Mais on a un fichier où on suit ça avec VGP Versailles Grand Parc. Deuxième point, c'est que nous avons eu, depuis le début de l'année, 2 réunions où nous avons invité toutes les entreprises de la ZAE à venir nous rencontrer en distanciel avec VGP et avec les loges. Nous travaillons en concertation avec ces autres entités et nous allons faire une autre rencontre, peut-être un forum des associations, forum des entreprises après le forum des associations à la rentrée. Et nous continuons à rencontrer les entreprises. Chaque semaine, nous découvrons d'autres entreprises. Donc, nous sommes très présents et ils commencent vraiment à nous connaître. Ce sont des secteurs très variés et c'est vraiment une zone très, très riche. Et le troisième point, c'est une surveillance régulière de la zone. Alors, vous allez peut-être voir des vélos dans la zone. Michel Fastret tourne avec son vélo, souvent accompagné par quelqu'un pour voir l'état de la zone, la propreté, les problèmes de voirie, des espaces verts et en lien avec le service technique de la commune, nous essayons de faire régler les problèmes. Et avec VGP Versailles Grand Parc, il y a une étude de requalification et de réaménagement de la zone qui est en cours. Voilà pour la partie développement économique. Okay. Passons maintenant à la partie solidarité. Alors, dans la solidarité, je vais parler d'abord de ce que fait Elisabeth Morelli, en haut à droite sur le slide. Donc, Elisabeth est responsable des affaires sociales, le logement social et d'urgence et la santé. Donc, Elisabeth a géré l'aide alimentaire avec des chèques fournis par le CCAS, des chèques alimentaires et pour des produits d'hygiène, ainsi qu'avec des produits alimentaires qui étaient offerts par Intermarché. Et ça fait
2 mois, peut-être un peu plus, qu'on fait ça pour des étudiants dans le besoin. Et parmi ces activités est celle du CCS. Donc, je vous rappelle, le CCS, c'est le Centre communal d'action sociale. Elisabeth accompagne des personnes en difficulté et en des problèmes sociaux de nature diverse. Frédéric Sarraud est conseillère municipale au handicap et à l'accessibilité, est active avec les services techniques et un auditeur externe sur ce qu'on appelle l'ADAP. Alors, l'ADAP, ça veut dire c'est l'agenda d'accessibilité programmée. Donc, ça veut dire que c'est une planification des améliorations et des aménagements que nous devons faire pour que nos ERP, établissements recevant le public, soient accessibles à toute personne. Alors, je vous rappelle que toute personne, c'est bien sûr les personnes, les PMR, ce qu'on appelle PMR, les personnes à mobilité réduite, mais ça comprend aussi les malvoyants, les personnes âgées, les malentendants, les personnes peut-être un peu fragiles sur le plan intellectuel. Donc, toute personne doit pouvoir accéder à un lieu, une prestation ou bien un équipement. Donc, je vais passer la parole à Annie Saint-Silly, qui est responsable d'animation senior et l'intergénérationnel, pour parler un peu de ce que nous avons réalisé. Annie. Bonsoir. Nous avons œuvré aussi pour lutter contre l'isolement et surtout nous avons fait vacciner avec l'animateur justement qui a pris en main la crise sanitaire, et il y a eu presque 600 seniors qui se sont fait inscrire pour la vaccination et environ 50 seniors qui ont été transportés sur les lieux de la vaccination. Malgré la crise sanitaire et tout au long de celle-ci, il y a eu des animations culturelles et des ateliers en distanciel, en partie surtout les ateliers informatiques. Il y a eu des ateliers de mémoire, sophrologie, etc. Et là, à partir du 15 juin, il y a eu la relance des repas des seniors avec les animations. Et il y a des nouveaux projets, donc entre autres l'atelier informatique senior qui est pour la rentrée, parce qu'il y a un conseiller numérique qui va prendre en charge la formation pour les seniors, entre autres, suite à la distribution de 5 tablettes. Il y a des sorties seniors d'une journée qui seront effectuées à partir du 1er juillet. Bon, je vais vous en citer 3. Une journée à Ouigat, il y a le parc des Corbières au PEC, et avec un resto, bien sûr, à midi. Il y aura aussi les visites des villes impériales de Rueil et Saint-Germain, avec le restaurant aussi. Ensuite, dans le cadre de la Semaine bleue du 4 octobre au 8 octobre, il y aura dès le premier jour, le repas du maire avec l'inauguration de la salle dédiée aux seniors. Il y aura aussi une petite séance de théâtre avec des échanges. Et enfin, une sortie à la Villette, avec la visite de l'exposition Napoléon. Les projets intergénérationnels. Il y a la relance d'un groupe de travail avec les jeunes et les seniors pour des projets. Nous avons quelques projets que nous communiquerons ultérieurement. Et des échanges de courriels entre les seniors et les CM2 qui seront renouvelés à la rentrée. Enfin, il y a une sortie famille avec les fameux ANCV, une sortie d'une semaine à Carcan en octobre. Voilà, j'ai fait un petit résumé parce qu'il y a des thèmes qui sont très importants qui vont suivre. Merci Annie. Donc, merci Annie qui a parlé du présent et aussi des activités à venir dans les domaines de l'animation senior et l'intergénérationnel. Et je voulais aussi vous parler d'autres sujets. Donc, avec Elisabeth Morelli,
et le pôle solidarité de la mairie, on a lancé un programme sur la conciergerie qui est destiné aux seniors et aux personnes en perte d'autonomie. Il y a eu 127 retours des questionnaires, peut-être un peu plus maintenant, qui ont répondu à des questions et qui ont donné des suggestions. Les gens sont très intéressés par ce service qui proposerait des petits travaux par un concierge de la mairie, des activités par des bénévoles sur la convivialité, des lectures, des partages, des discussions, et puis aussi des travaux plus conséquents. Donc, plus conséquents, ça peut être tondre sa pelouse, peindre un mur, etc. Donc, on va faire ça par phase et nous prévoyons de lancer la conciergerie, la première phase, avec les petits travaux par le concierge de la mairie et les bénévoles à la rentrée. Deuxième point, c'est comme a indiqué Stéphane Grasset, nous travaillons sur une grille d'attribution pour les logements, pour que ça soit fait en transparence et en équité. Donc, nous reviendrons vers vous pour vous en parler. Deuxième point, c'est Frédéric Sarrault gérera en novembre la semaine Handibuc. Vous pouvez déjà noter, du 8 au 14 novembre. Bien sûr, nous cherchons des personnes qui pourraient participer. Donc, cette semaine est prévue avec le grand soutien du service culture de la mairie, merci, et aussi des acteurs extérieurs. Donc, ça sera une semaine très riche, pas mal d'activités, y compris une sensibilisation handi-mallette dans les écoles. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, puisqu'Annie, tu as fait et le présent et les perspectives. Donc, merci. Donc, je passe la parole. Alors bonsoir, vous m'entendez? C'est bon? Je vais vous parler des actions les plus marquantes peut-être que nous avons entrepris depuis le début de ce mandat dans le domaine de la transition écologique de la commune. Nous avons tout d'abord eu la volonté d'avoir un état des lieux de l'existant, notamment des consommations énergétiques de la commune, dans le but d'aller vers une plus grande sobriété, puisqu'on sait bien que toutes les énergies, quelles qu'elles soient, même les renouvelables, ont un impact environnemental. Et on sait notamment que le deuxième poste de consommation d'électricité de la commune, c'est l'éclairage public. Donc, nous sommes en cours de transformation de la gestion de l'éclairage public de la commune, puisque nous passons à ce qu'on appelle de la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le même mode d'éclairage partout et en tout temps, qui n'a pas forcément d'intérêt et qui est très énergivore, nous sommes en train de progressivement voir s'il n'est pas préférable d'avoir des extinctions nocturnes dans des secteurs qui ne nécessitent pas, pour raison de sécurité notamment, d'être éclairés. Et forcément, ce projet de gestion différenciée, nous le travaillons en concertation avec les conseils de quartier. Et nous avons commencé par un quartier en premier et progressivement, nous faisons aussi sur les deux autres avec des suggestions que nous apportent ces différents conseils de quartier. Alors, avant même cette concertation, on a pris l'initiative d'éteindre la nuit des secteurs qui ne sont pas résidentiels, de manière non pas à faire des économies, mais plutôt à favoriser la biodiversité, c'est-à-dire que beaucoup d'animaux ont besoin d'avoir ce qu'on appelle une trame noire, c'est-à-dire des secteurs de progression nocturne sans être perturbés par de la pollution lumineuse. Nous sommes en train de mettre en place des périodes tests et tout un chacun pourra s'exprimer s'il a quelque chose à dire par rapport à ces extinctions qui se feront essentiellement sur ce qu'on appelle la nuit profonde, c'est-à-dire les périodes où on a le moins de circulation des Bucquois, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures. Et donc, d'ici la fin de ce mois, on devrait avoir des rues nouvelles qui seront éteintes durant cette période-là.
Et si certains manifestent une gêne par rapport à ça, ils pourront nous l'exprimer et on reviendra éventuellement sur cette gestion de ces secteurs-là. Donc cette expression, elle pourra se faire, comme vous avez pu peut-être le découvrir sur le dernier Buc Info, à la page 13, au moyen d'une boîte mail qu'on a créée exprès pour ça, qui s'appelle extinction-éclairage@mairie-buc.fr, sur lesquelles vous pouvez dire ce que vous souhaitez exprimer à ce niveau-là. Donc on fait ça de manière progressive et en concertation. Le but final n'étant pas, évidemment, le blackout total de la commune la nuit. Autre grand dossier que nous avons pris en main dès le début et que vous pouvez déjà voir de manière concrète, c'est favoriser et inciter la circulation non automobile motorisée sur la commune. Donc notamment l'utilisation du vélo. Pour ce faire, il était nécessaire d'augmenter le parc de stationnement sur la commune, ce que vous avez pu constater, puisque nous avons créé une cinquantaine de nouveaux secteurs de stationnement, avec des arceaux qui sont installés notamment à côté du théâtre des Arcades, ça n'existait pas, ou dans le secteur du Cerf-Volant, ou à côté de toutes les infrastructures telles que les lieux où l'on fait du sport. Donc ça, c'est peut-être appelé encore à être augmenté dans l'avenir. En tout cas, pour que les gens, les Bucquois, soient plus prêts à circuler en vélo dans la commune, il faut qu'ils puissent stationner. Alors, il faut aussi qu'ils puissent circuler en vélo de manière sécurisée. Pour ce faire, il faut que toutes les voies réservées aux vélos, les pistes cyclables, puissent être en connexion les unes aux autres. Et on sait très bien qu'on a encore un point noir sur la RD 938 au niveau des arcades jusqu'au carrefour du Mirage au-dessus, où les vélos sont au milieu de la circulation automobile, ce qui est très compliqué, voire dangereux. Nous travaillons sur ce sujet avec la communauté d'agglomération. Nous en sommes à une phase de projet. Un cabinet conseil est en train de proposer différents scénarios. Nous voyons ça aussi avec l'association Vélobuc, qui est très active sur la commune et avec laquelle nous nous réunissons pour demander leur avis sur le sujet. Donc, on devrait normalement, à partir de l'année prochaine, voir la concrétisation de cette piste cyclable qui manque à Buc. Alors, autre sujet important, c'est la biodiversité sur la commune. On a la chance d'être une commune extrêmement nature, puisque la plus grande surface de notre territoire, c'est de la forêt, c'est une belle rivière, ce sont encore des terres agricoles, voire des prairies. Tout ça nécessite un état des lieux. Et la commune s'est inscrite dans une initiative proposée par le ministère de l'écologie, qui est la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale, à partir duquel on pourra connaître le dynamisme des populations animales et des plantes sur la commune, que ce soit les plantes invasives, que ce soit des plantes rares, que ce soit des animaux qui viennent de plus en plus ou qui tendent à disparaître. Pour avoir toutes ces informations-là, on peut et on est en train de faire appel à des spécialistes, mais on souhaite aussi une contribution de tous pour que chacun soit sensibilisé et puisse mieux connaître ce superbe patrimoine naturel que nous avons sur la commune. Donc, on a commencé un certain nombre de sorties naturalistes ouvertes à tous. Vendredi dernier, 35 d'entre vous ont participé à une sortie chauve-souris, parce qu'on a la chance d'être un spot à chauve-souris à Buc. Et d'autres sorties sur d'autres thèmes vont avoir lieu. Par exemple, le samedi 28 août, nous aurons une sortie ornithologique, c'est-à-dire
découverte des oiseaux de la commune. Demain soir, pour ceux qui le peuvent, gratuitement et même sans réservation, vous pourrez vous rendre au Théâtre des Arcades où le directeur de l'ONF Île-de-France-Ouest viendra nous présenter la gestion de la forêt domaniale sur la commune. Donc à 20h15, vous êtes tous invités à venir au Théâtre des Arcades demain soir. Et d'autres initiatives de type sortie naturaliste et conférences sont au programme. Vous pourrez en prendre connaissance par les différents médias de la commune. Alors on me dit qu'il faut que j'accélère. Qu'est-ce que voilà, je pense que j'ai dit à peu près. Alors la renaturation de la Bièvre, certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant, avec le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre, la commune travaille activement à un projet pour renaturer la Bièvre. Alors elle semble très naturelle, mais cette naturalité peut encore être améliorée, notamment en lui redonnant un profil plus naturel, c'est-à-dire avec davantage de méandres. Voilà, je vous ai donné un petit panel de ce que nous faisons actuellement. Je vais passer la parole à je ne sais pas qui. Ah, Elisabeth, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, alors donc cette année scolaire a été très difficile pour tous, pour les professionnels, pour les enfants bien évidemment et pour les familles. Dès le mois de novembre 2020, nous avons fait le choix avec les services et l'inspectrice de l'éducation nationale de mettre en place le zéro brassage pour éviter la propagation du virus. Cela a nécessité toute une réorganisation et le passage provisoire à 4 jours de la semaine scolaire. C'est pourquoi, dès le mois de mars dernier, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le maire, nous avons organisé des réunions avec les différents partenaires, avec les professionnels, avec les présidents d'associations, les élus et bien évidemment avec les familles. Une concertation donc pour réfléchir sur le rythme de l'enfant qui a débouché mi-mai sur un vote. Ce vote dont le résultat était le choix de la semaine scolaire à 4 jours. Il faut savoir que ce rythme à 4 jours a été choisi à 100% par les professionnels, les élus et les présidents d'associations et à 64% par les familles. J'ai rencontré dernièrement des professionnels qui m'ont fait un retour très positif de ces réunions de travail qui leur ont permis effectivement de faire connaissance, de discuter, de communiquer entre eux et ils souhaitent effectivement qu'on puisse continuer dans cette voie avec des réunions de travail communes. Par ailleurs, nous avons organisé une remise à plat du marché de restauration. L'appel d'offres vient d'être lancé et la nouvelle société prendra effet au 1er octobre 2021. Quelles sont les perspectives? Eh bien évidemment, nous travaillons activement maintenant avec nos services pour mettre en place ce nouveau rythme de l'enfant à 4 jours. Les tarifs du péri et de l'extrascolaire seront inchangés, c'est ce que nous avions dit depuis le début. Nous nous appuyons sur le décret de mars 2017 qui avait mis en place des tarifs avec un taux d'effort et un forfait. Et nous avons proratisé ces tarifs de façon à ce que rien ne soit changé. Par ailleurs, nous avons fait une réunion, une commission fin mai pour travailler sur l'organisation des études dont nous donnerons effectivement le retour prochainement aux familles et aux intéressés, à savoir début juillet. Enfin, il y a un projet qui a été mis en place par l'Éducation nationale sur l'école maternelle Louis Clément, qui est que cette école fasse partie du réseau des écoles Élysée 2020. Alors, vous savez sans doute que déjà depuis cette année, il y a un poste fléché allemand, c'est-à-dire qu'il y a une enseignante qui est habilitée à enseigner l'allemand dans cette école et elle a donc enseigné l'allemand aux élèves de grande section. Dans la mesure où maintenant l'école a été fléchée faisant partie du réseau Élysée 2020, à partir de l'année prochaine, l'apprentissage de la langue allemande se fera dès la moyenne section
avec un professeur qui viendra du LFA et qui enseignera donc cette langue pendant 4 heures par semaine. Et par ailleurs, il y aura un intervenant allemand mis à disposition à l'école sur une durée de 18 heures par semaine. Voilà donc un petit peu les perspectives au niveau scolaire et périscolaire. Et tout à l'heure, je répondrai volontiers à vos questions s'il y en a. Alors, je vais prendre la parole de Jean-Paul Bissot, qui nous prie de vouloir l'excuser, mais qui est en ce moment ça ne marche pas. J'ai activé mon micro. Et là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Il n'y a pas de son. Alors, bonjour à tous. Excusez-nous, on a un tout petit problème technique, mais dans une seconde, Stéphane Grasset donc, va vous présenter à la place de Jean-Paul Bizot, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Il va vous présenter donc, ce sur quoi on travaille avec les associations au niveau des sports et de la jeunesse. Et je vous présenterai ensuite donc, les points spécifiques sur la jeunesse. Donc, on règle un tout petit souci technique et puis ça va arriver dans une petite seconde. Et là, vous m'entendez? Bon. Alors, déjà, je vais vous présenter l'équipe. Bon, on va le temps de régler le petit problème technique. Je vais vous présenter l'équipe donc des élus au niveau de la jeunesse, des associations et des sports. Donc Jean-Paul Bizot, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, et donc maire adjoint à jeunesse, sport et à la vie associative. Et moi-même, donc je suis conseiller municipal à l'accompagnement civique de la jeunesse et au CMJ, conseil municipal des jeunes. Le temps qu'on règle le problème technique, je vous propose de passer à la slide suivante pour que j'explique ce qu'on va faire au niveau de la jeunesse, s'il vous plaît. Alors, donc je vais essayer d'être assez bref, puisqu'on a déjà fait un webinaire, comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, sur les questions de la jeunesse, et peut-être plusieurs parmi vous ont pu suivre ce qu'on a dit. Sinon, je vous invite à aller le voir si vous voulez plus de détails. Donc, le gros projet qu'on a mis en œuvre cette année, et sur lequel on a beaucoup travaillé avec les services, c'est celui qui a été abordé en début de cette réunion. Donc, c'est la création de la maison des jeunes, qui est une maison des jeunes pour les jeunes, mais qu'on espère être aussi faite par les jeunes. On a eu la volonté, et on s'y est engagé, et on l'a fait, de réunir dans un même lieu l'accueil jeune, donc ludique éducatif, le lieu d'écoute pour les jeunes, un lieu d'information, un lieu d'orientation et un lieu d'accompagnement. Donc, c'est un lieu qui va être riche et complet et qui ne va pas seulement être un lieu ludique d'activité. Donc, je vais vous le présenter. Cette maison des jeunes donc, prendra place à la rentrée, là où il y avait la maison des associations. Je ne vais pas revenir dessus vu que ça a été abordé en début de réunion. Donc, elle comprendra l'espace jeune, donc le grand lieu d'accueil pour la structure 11-17 ans, qui était actuellement au Pré-Saint-Jean et qui se déplace donc là-haut. Ça, c'est un vrai besoin, puisqu'on s'est rendu compte que le fait que l'espace jeune soit loin des lieux d'accueil du public jeune et assez isolé dans le Bas-Buc, bloquait ou en tout cas freinait l'accès à une partie des jeunes de la commune
et c'est très dommage. Donc, on rapproche ce lieu d'accueil des jeunes des lieux sportifs, des équipements sportifs du Haut-Buc, des lieux où les jeunes se réunissent donc, et sont accueillis, collège, lycée franco-allemand, devant le collège, autour des stades de foot, etc. Et dans un lieu qui est totalement sécurisé puisqu'il est encadré par le parc du château, qu'il n'y a pas de voiture qui passe à cet endroit-là, et qui peut avoir un lien directement avec les jeunes qui puissent sortir du collège et du lycée, sans passer par la route, sans traverser quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un lieu idéal. Donc il va regrouper 7 espaces jeunes, un pige et un paège. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les différentes réunions qu'on a faites, pige paège, je vais être très bref, ce sont des lieux pour l'accueil des jeunes de 11 à 25 ou 29 ans qui peuvent venir seuls ou en groupe pour des questions d'accompagnement, d'orientation et des lieux d'écoute, puisqu'on sait qu'en ce moment, avec la crise qu'on a vécue, les jeunes ont beaucoup souffert de ça et ont besoin d'en parler et de trouver des solutions ou des oreilles attentives. Donc, ce sera géré par un animateur spécialisé et il y aura toute une documentation nécessaire et puis des équipements faits pour, voilà, dans un lieu confidentiel. Le CMJ et le CME, puisqu'on crée un conseil municipal des enfants pour les cycles 3, donc CE, CM1, CM2, et un conseil municipal des jeunes pour les plus âgés, jusqu'à 16 ans. Et cette maison des jeunes sera aussi riche d'équipements, bricolage, numérique, artistique, sportif, et tout ce dont les jeunes auront besoin, et en fonction des avis qu'on aura recueillis. Voilà, avec une volonté également de développer le 18-25 qui n'existe pas actuellement à Buc. Donc, accompagner les jeunes de 18-25 ans qui ont d'autres problématiques, d'autres projets et d'autres questionnements. Voilà pour cette maison et le conseil municipal. Tout ça pour dire que notre volonté, c'est vraiment de rendre les jeunes acteurs sur leur territoire, de créer ce climat de prise d'initiative, qu'on ne fasse pas toujours tout à leur place. Ils ont besoin aussi d'être acteurs et d'accompagner toutes les réalisations de projets et toutes les idées qui vont naître sur le territoire. Voilà, c'est très, très riche pour eux et pour la ville d'avoir cette relation-là qu'on essaie de créer. Et donc, je vais te laisser la parole, Stéphane, si ça veut bien fonctionner. Ça devrait fonctionner maintenant. Merci beaucoup, Justin, d'avoir pris le relais comme ça. Donc, désolé pour le problème technique. Effectivement, je remplace Jean-Paul Bizot, qui est retenu ce soir dans 2 réunions avec des établissements scolaires. Et donc, je vais le remplacer sur la partie sportive. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors déjà, soutien aux associations pendant la crise, effectivement. Les associations ont été soutenues et ont connu, vous l'imaginez bien et vous le savez, un fonctionnement global qui a été très perturbé et la reprise normale maintenant est très attendue et la plupart ont pu maintenant et peuvent redémarrer. Alors, il y a eu l'aménagement du nouveau gymnase. Donc ça, c'est quelque chose d'important puisque c'est un nouveau gymnase qui est utilisé par les scolaires et les associations avec un dojo, avec... pardon, on me dit que ma caméra est un peu trop basse, donc on va faire les réglages en live, comme ça va aller. Voilà. Un dojo magnifique, une salle de danse superbe, également une salle de musculation équipée, une grande salle multisport. Alors, l'inauguration est à venir parce que, bien évidemment, malheureusement, compte tenu de la crise, nous n'avons pas pu le faire, mais nous ferons ça à la rentrée. Et puis, peut-être faudra-t-il lui donner un nom aussi. Alors là, je lance un appel à idées ce soir pour toutes celles et tous ceux qui ont de la créativité pour donner ce nom au nouveau gymnase. Buc, les Jeux Olympiques 2024, vous savez que le territoire va être impliqué et donc nous sommes dans le cadre du projet Terre de Jeux 2024. Alors nous avons participé à notre première semaine olympique et paralympique qui a été placée à Buc sous le signe de la mobilité lors de la première semaine de février et toutes nos classes ont participé à cette opération et c'est quelque chose qui va se reproduire également chaque année jusqu'à la tenue des Jeux. Il y a le suivi des travaux du bolodrome également qui a été
terminé et qui doit être sécurisé, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une proximité avec le tir à l'arc et il y a besoin de sécurité légèrement le boulodrome. Alors, d'autres points à venir, le City Stade. Alors, un City Stade va s'installer a priori à l'automne en lieu et place du terrain de basket actuel. Donc, ça, c'est important, c'est attendu par les jeunes. J'en profite pour dire que, bien évidemment, les terrains de sport qui sont actuellement utilisés par les nombreux Algeco dans le cadre de la reconstruction du superbe lycée franco-allemand, à la fin des travaux, les Algeco vont disparaître et donc les terrains, c'est prévu, seront remis en état et seront à nouveau disponibles pour tous les jeunes. Et donc, c'est important. Mais d'ici là, le City Stade aura démarré. Il y a également la rénovation et l'entretien des équipements sportifs parce que c'est très bien de construire de nouveaux équipements. On est ravis d'avoir un nouveau gymnase. J'évoquais tout à l'heure les autres équipements pour les associations, hein, bien sûr, la salle polyvalente notamment. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'entretien courant parce que pérenniser nos structures, c'est important, c'est quelque chose qui doit se faire de manière régulière. C'est vrai pour les équipements sportifs, pour les salles, et c'est vrai également pour nos écoles à l'occasion. Et donc, qu'est-ce qui est prévu là très prochainement? C'est la rénovation des sanitaires des tennis couverts et également ceux du football. Donc, voilà pour les perspectives à court terme dans l'environnement sportif. Et donc, je vais céder la parole maintenant à Bernard Millon-Rousseau, transition quand on parle de rénovation de bâtiments, donc il va nous parler de travaux et d'urbanisme. Bien. Le son est bon, parfait, merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci Stéphane. Bon, les sujets d'urbanisme ont déjà fait l'objet de pas mal de communications au cours des 12 mois écoulés, donc on a sélectionné. Il a fallu choisir, et pareil pour les travaux, il y a déjà eu des références de fait à des travaux, soit réalisés, soit à venir. En numéro 1, je voudrais à nouveau insister sur notre souci de collaboration efficace avec les services, et cela n'est pas spécifique à la délégation urbanisme, travaux et environnement. Vous avez vu que c'était très général pour l'ensemble des délégations. On tient à insister une nouvelle fois là-dessus. Nous essayons de répondre sous 24 heures, 48 heures à toute sollicitation, tout signalement, notamment au travers de BUC en poche qu'il faut favoriser comme en utilisation dès que vous avez quelque chose, un dysfonctionnement, une réparation que vous voyez à faire, utilisez BUC en poche puisqu'il y a un suivi qui est systématique et je vous exhorte, très pratique pour les services. Alors la réalisation de la réparation peut prendre sans doute par moment un temps un peu plus long que vous pouvez espérer, mais sachez que les services sont vraiment focalisés là-dessus. Et je tiens aussi à rappeler que Véronique Huynh apporte sa contribution aux projets urbains. Et je tiens à remercier M. Sasgar, le DST, qui nous a quittés il y a quelques jours, puisqu'il a passé 3 ans, notamment très chargé avec ses nombreux projets d'investissement qu'il a fallu effectivement terminer. Et bien sûr, il n'a pas travaillé tout seul, il a travaillé avec les services, c'était une très grosse charge pour eux. Et je tiens à lui rendre hommage et annoncer en même temps la venue d'un nouvel entrant dans les services techniques. Je veux parler de Romain Bouchetière, qui nous a rejoint il y a à peu près 5-6 semaines maintenant, et que vous allez voir de plus en plus sur le terrain dans BUC. En deuxième point, on voulait reparler de la dynamisation des commissions communales. Ce n'est pas propre non plus aux travaux et à l'urbanisme, mais elles ont sans doute mis un petit peu de temps à se mettre en route, c'est vrai, sur la fin de l'année 2020. Mais pour ce qui concerne l'aménagement, l'urbanisme et l'environnement, c'est une commission. Nous avons quand même réussi à en tenir 3. Et la commission travaux et transition énergétique, 2 commissions déjà tenues et une 3e pointe son nez, puisque d'ici début juillet, nous la réunissons à nouveau et on peut dire que c'est du jamais vu depuis de nombreuses années. Le 3e sujet, bien sûr, est un sujet d'urbanisme qui préoccupe et intéresse énormément les Bucquois. Je veux parler de l'AP2. Stéphane Grasset y a déjà fait plusieurs fois allusion dans son discours introductif.
Mais avec le maire, donc, nous avons réuni à 2 reprises les résidents et riverains directement impactés par ce projet d'OAP2. Et nous avons aussi mis en place un comité de pilotage regroupant 11 élus, des élus de la majorité et 3 élus de la minorité. Et nous avons créé un groupe de travail, démocratie participative. C'est une appellation un peu pompeuse sans doute, mais les mots disent bien ce qu'ils veulent dire. On a proposé donc, et on a pris 11 volontaires bucquois, parmi lesquels 6 bucquois directement impactés par cette OAP et 5 bucquois venant d'autres secteurs géographiques de Buc, puisque tous les avis sont intéressants, ainsi que le rappelait le maire aussi en introduction. Et le GT démocratie participative a beaucoup travaillé, je tiens à le souligner, je tiens à vraiment, si je peux me permettre, au nom de toute l'équipe municipale, à féliciter pour la profondeur des travaux qui ont été faits en un temps très court, cette semaine, c'est très court, très bien documenté. Il a rendu sa copie le 31 mai, copie que nous sommes en train d'analyser, que nous allons regarder avec le comité de pilotage après-demain d'ailleurs, très précisément. Et puis nous allons inviter les groupes de travail à venir échanger sur leurs travaux devant le comité de pilotage le 6 juillet prochain. C'est un peu un scoop parce que pour l'instant, nous n'avons prévenu personne, mais l'invitation va partir dans les 2 jours qui viennent. Le 4e point que je tenais à souligner en termes de réalisation, c'est le dossier de modification simplifié du PLU. C'est un dossier qui a été maîtrisé, et là encore, les services ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Ça a été maîtrisé dans les délais que nous avions annoncés. Il a porté donc sur une douzaine de points de règlement qui ont été des points très précis, qui ont été complétés ou affinés. Et je rappelle que la résolution sur cette modification simplifiée a été votée à l'unanimité. Je tiens à le souligner. Le 5e sujet que l'on peut aborder ce soir en termes de réalisation, c'est effectivement, et Stéphane Grasset y a fait référence tout à l'heure, la convention que nous avons signée avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, notamment bien sûr l'agence des Yvelines qui nous intéresse plus directement. Et pourquoi? Eh bien, il faut souligner le fait que depuis notre entrée en fonction, donc il y a moins d'1 an, nous consultons beaucoup. Nous ne considérons pas avoir la science infuse en la matière. Nous apprenons beaucoup. Nous recherchons toutes les aides, tous les outils, tous les dispositifs existants qui peuvent nous aider dans tous nos projets urbains. Pas exclusivement l'urbanisme, mais surtout dans les projets urbains. Et c'est ainsi que nous étions rapprochés de l'établissement public foncier des Yvelines et que nous avons donc proposé au conseil municipal de voter une convention avec cet établissement public foncier. Et là aussi, je dois dire, je rends hommage à nos collègues de la minorité, cette résolution a elle aussi été votée à l'unanimité. Je terminerai cette partie réalisation en disant que nous avons mené aussi des réflexions sur la parcelle du projet de l'ex-projet de maison médicale qui est abandonné, donc, et ainsi que sur le terrain Pagès, et que nous les poursuivons. Voilà pour la partie réalisation. Venons-en aux perspectives. Le premier sujet, encore il y a eu des références de fait tout à l'heure, c'est d'abord, en premier lieu, la rénovation de l'école maternelle Louis Clément. Alors pas que, mais on va déjà parler d'elle. Vous savez, on l'a souligné, on a déposé un dossier de subvention européenne. Et là, je tiens à remercier, puisque ce dossier a été déposé en un temps très court, je tiens à remercier Dejan Stankovic et Véronique Huynh, qui a donc travaillé sur les estimations de coûts. Et ce projet porte sur la rénovation thermique de quasiment l'ensemble des bâtiments publics, hormis la mairie dans laquelle nous nous trouvons ici ce soir, qui elle est très récente, et bien sûr la salle polyvalente. Et donc, on vise effectivement la rénovation thermique de ces bâtiments. Et en parallèle, donc, nous avons obtenu une subvention dans le cadre du plan de relance, c'est dans la dotation de soutien à l'investissement local 2021 et la partie soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics.
Et je peux vous dire que donc, la subvention a été notifiée, 350 000 € qui nous ont été notifiés. Les architectes travaillent déjà activement pour établir les cahiers des charges afin de lancer les marchés. Nous devons lancer les travaux avant fin de cette année. J'ai oublié de dire sur quoi? Sur la maternelle Louis-Clément. Voilà, nous attaquons d'abord la maternelle Louis-Clément. C'est pour cela que nous avons eu cette subvention de 350 000 €. Et les travaux devront être terminés pour la mi-2022. Vous voyez que c'est un temps très court et nous allons tenir ce délai-là. Et pour l'Europe, pour le dossier européen, nous attendons la décision qui devrait tomber à la fin de ce mois-ci, puisque la commission qui analyse les différents dossiers se réunit fin du mois. Et si elle donne son feu vert, eh bien, nous verrons comment planifier les études sur les 2 premiers bâtiments. On aura l'occasion d'y revenir. Et sur les écoles, les autres écoles sont dans l'objectif. En numéro 2, nous mettons la dernière main cette semaine même sur l'ensemble des documents qui nous permettront de lancer le marché de l'étude sur la circulation et le stationnement. Alors, on a mis sur le quartier Buc-Château, ça englobe bien sûr tous les abords du LFA, du MLK, du groupe scolaire Bellario, etc. Ça touche les rues de la Minière, la rue Colin-Mamet, on verra la rue Massotte, une partie de la rue Massotte peut-être, et le chemin de la Jeunesse. On verra sur quoi nous déboucherons. Mais ce que je tiens à dire, notre volonté est vraiment de traiter l'ensemble des problèmes de circulation et de stationnement. Et on verra bien quelles solutions seront proposées. Mais l'ensemble des parties prenantes seront consultées pendant la phase de diagnostic qu'on a prévue d'une durée de 3 mois. Donc, chacun pourra s'exprimer. Bien sûr, le conseil de quartier, les enseignants, le personnel administratif des établissements scolaires, les parents d'élèves, etc., les transporteurs scolaires, puisqu'ils sont partie prenante, bien évidemment, etc., etc. Et en parallèle, nous préparons les pièces du marché pour lancer le marché de l'allongement du quai de bus rue de la Minière. On verra d'ailleurs sous quel délai il faut le réaliser parce que le LFA est en train, avec le département, de regarder et d'apprécier à quel moment les locaux vont être mis à disposition et les travaux permettant la circulation des élèves entre la rue de la Minière et l'arrière du LFA seront finalisés par le département. On devrait le savoir dans les jours qui viennent. En numéro 3, on en a parlé tout à l'heure du City Stade, bien sûr, c'est devant nous. Je peux vous dire que M. Bouchetière a en main les différentes offres et a commencé à les analyser, puisque, bien sûr, il y a un temps d'analyse et nous lancerons le marché sans délai pour le faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur ces projets d'urbanisme? Il nous faut dans les prochains mois définir, et Stéphane Grasset y a fait allusion, le programme d'un OAP2, un véritable programme. Poursuivre nos contacts avec les promoteurs qui envisagent des projets sur la ZAC de la jeunesse, voire la Maison Blériot. Et on le fait, et on continue d'avoir des liens et des relations très serrées avec l'architecte des bâtiments de France et avec l'inspectrice des sites, qui revient d'ailleurs, ils reviennent tous les deux d'ailleurs dans 2 jours pour discuter de certains projets avec nous. Il nous faudra aussi définir les thèmes à inclure dans une évolution à venir du PLU, notamment sur les OAP. Je prendrai un seul exemple qui m'écarte un peu de l'urbanisme, mais pas que. On a un OAP 6 qui était un dépôt de bus. Eh bien, je peux vous dire que l'OAP 6, je pense qu'on proposera de l'enlever du PLU. Nous finalisons aussi dans quelques semaines les différents scénarios pour le terrain de l'ex-maison médicale. On aura l'occasion de revenir devant vous. Et je terminerai en indiquant que lors de la prochaine commission travaux, dans quelques jours, nous nous pencherons sur un ensemble de travaux sur la voirie à réaliser, si possible cet été. Nous reparlerons d'une adaptation au niveau du cerf-volant. Ça sera fait avec le département. D'un trottoir rue Pasteur. Vous êtes nombreux à l'avoir réclamé et à le réclamer encore. Et c'est vrai que ça manque énormément. Qui irait de l'angle de la résidence senior jusqu'à l'extrémité de la rue Pasteur, le long du nouveau gymnase, par exemple. Et sans oublier les nombreuses demandes des conseils de quartier et le plan d'action accessibilité. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur les perspectives. Merci pour votre écoute.
Bonjour à tous, Hervé Violent, donc je suis responsable de la sécurité à la mairie de Buc et je vais vous parler des différentes réalisations que nous avons eu l'occasion de faire lors de cette première année de mandat. Premièrement, nous réalisons tous les mois, voire plus si c'est nécessaire, des réunions qu'on appelle GPO avec tous les acteurs de la sécurité du territoire et ce donc tout au long de l'année. C'est une vraie réunion de coordination sur les sujets de sécurité qui concernent Buc et les communes aux alentours. Le contexte de ces réunions de GPO est permis par la coopération que nous avons avec la police nationale notamment. Ça a été un vrai axe nouveau pour la ville puisque nous avons signé une convention de coordination avec la police nationale en tout début de mandat, ce qui nous permet d'avoir le support de forces de police expérimentées en matière de sécurité qui viennent se cumuler à l'expérience de l'équipe sécurité publique de la ville. Nous avons réalisé un groupe de travail. Alors, nous avons fait un groupe de travail en tout début de mandat également, il y a quelques mois, sur le sujet du stationnement du parking du Pré-Saint-Jean. Vous n'êtes pas sans savoir que le Covid a généré du télétravail et 2 véhicules par foyer qui restent garés 24 heures sur 24 a généré des problèmes de stationnement. Nous avons voulu anticiper les problématiques également de la rentrée prochaine avec une étude de flux des déposes des enfants sur le parking de Pré-Saint-Jean et réfléchir à sa prochaine utilisation de manière plus voilà, améliorée. Donc, un vrai groupe de travail avec les élus de tous bords politiques. Nous avons également travaillé récemment sur la vidéoprotection. Nous avons la chance d'avoir un réseau existant de vidéoprotection que nous allons amener à plus d'efficience. Et nous sommes partis simplement de l'étude des besoins de manière à adapter ce réseau de vidéoprotection aux besoins actuels et aux technologies futures. Un vrai challenge d'adaptation et d'écoute des habitants également sur ces sujets et des besoins. Enfin, nous travaillons avec différentes copropriétés pour la sécurisation de leur résidence, puisqu'il s'agit de résidences. Nous les aidons en tant que mairie et avec la police nationale qui participe volontiers à ces échanges de manière à sécuriser et aider les résidences à protéger et conseiller les habitants, notamment au niveau des cambriolages, mais pas que. Donc voilà pour les réalisations récentes. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois? Une meilleure signalisation de l'interdiction aux poids lourds de la rue Charles-Quatremart. En entrée de ville, nous allons mieux signaliser cette interdiction et nous coopérons avec Guyancourt en la matière, également pour la signalisation. Vous voyez un petit logo en haut à gauche qui dit vidéo-verbalisation. La commune, grâce à la coopération avec Versailles Grand Parc, est maintenant sur le chemin de la vidéo-verbalisation dans certains endroits de la commune très précis sur lesquels nous avons des problématiques de respect des réglementations. Donc, c'est un nouvel outil que nous souhaitons utiliser de manière intelligente. Voilà pour quelques éléments sur les réalisations et les perspectives en matière de sécurité à Buc.
Merci beaucoup, merci Céleste, Annie, Elisabeth, Bernard, Justin, Jean-Christophe, John et Hervé pour votre intervention, et puis celles et ceux de vos délégations respectives qui vous ont aidé à réaliser toutes ces actions et qui vous ont aidé également à préparer ce bilan et ces perspectives. Alors, il y a un certain nombre de questions qui nous sont arrivées, je vais les prendre dans un ordre d'arrivée ou un peu arbitraire, essayer de regrouper. Donc, j'en ai une première là qui me demande, allez-vous reprendre les réunions publiques en présentiel ou poursuivez-vous uniquement en mode 2.0 ? Bien, nous aurons un grand plaisir, je peux vous le dire, à reprendre les réunions publiques en présentiel, mais nous essaierons de les avoir en parallèle en mode 2.0 parce que ça permet quand même à un certain nombre de personnes de suivre et de les revoir après. Donc, nous allons nous efforcer d'avoir les deux dispositifs en parallèle. Ensuite, j'ai une autre question. Alors, nous tenons à vous remercier pour l'excellente gestion de la crise Covid à Buc, notamment dans les écoles. Merci beaucoup pour ce retour. Comment allez-vous faire pour que les nouveaux projets, notamment une future maison médicale, soient bien adaptés ? Alors, je dirais que ce que nous faisons justement, c'est que nous n'avons pas la prétention de tout maîtriser, de tout savoir, et nous allons nous appuyer sur les sachants. Et en l'occurrence, quand il s'agit de maison médicale, nous allons travailler avec l'ARS, nous allons travailler avec les professionnels, nous allons travailler avec le département qui accompagne fortement. Nous avons récemment vu les deux actuels conseillers départementaux du canton qui accompagnent effectivement les communes dans la mise en place de maisons médicales. Donc, c'est important, je le disais tout à l'heure, la maison médicale, il ne s'agit pas d'aller dépeupler les médecins qui sont dans les communes voisines, mais de créer une offre supplémentaire, c'est ça qui est important, qui réponde aux besoins actuels et à venir des Bucquois. Donc, voilà comment nous allons faire. Ensuite, comme autre question, alors j'ai une question sur le fort de Buc. Où est-ce qu'on en est sur le fort de Buc? Alors, nous avons eu un certain nombre de réunions avec les services de l'État. Alors, je dis bien les services de l'État parce qu'en fait, nous avons pas mal d'interlocuteurs pour avancer sur ce projet. Alors, avancer sur ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que, a priori, nous avons l'information aujourd'hui que l'État pourrait être vendeur de la totalité du terrain du fort de Buc, c'est-à-dire l'ancienne, je vais l'appeler la friche industrielle laissée par Thomson, donc, qui est déjà artificialisée, qui est probablement assez polluée, le fort de Buc en lui-même, qu'il faudrait restaurer. Et vous savez que par sa caractéristique d'être semi-enterré, il est assez difficile de l'exploiter, par exemple, pour faire des logements, mais il peut y avoir d'autres destinations. Et puis enfin, la zone boisée. Donc, il s'agirait de faire cohabiter les trois. Et ce que nous nous efforçons de faire, c'est de voir comment justement les services de l'État peuvent nous aider à trouver les partenaires qui vont nous permettre de travailler sur les projets de réhabilitation de forts, parce que c'est cette partie-là qui est la plus complexe. L'État nous disant, nous serions vendeurs, mais c'est tout ou rien. Pas de mesure, pas uniquement pour la partie logement. Donc, c'est un sujet qui est plutôt un sujet de long terme sur lequel on vous tiendra informé, sachant que vraiment, là, quand nous parlions de projets structurants, celui-ci en est un, puisque vous savez que dans le PLU, je crois que ce sont 220 logements qui sont fléchés, a priori, et donc nous aurions l'ambition vraiment d'en faire un écoquartier à cet endroit. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet en fonction de l'avancement. Une autre question concernant les projets participatifs. Est-ce que ce sera le même budget pour l'an prochain que cette année, ou est-ce que ça va changer? John Collet-Mallet va nous apporter la réponse. Oui, absolument. Donc, je repasse en mode plein écran en premier. Budget participatif, est-ce que vous avez mentionné effectivement, est-ce que ce sera le même montant, les 100 000 euros, sera-t-il le même pour les années à venir ou sera-t-il augmenté? C'est une excellente question. Pour l'instant, comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est un montant qui est relativement conséquent, qui est imputé sur le budget d'investissement de la commune. Nous allons reconduire
au moins pour 2022 ce montant qui est très, très important. Nous pensons garder le même niveau. En tout cas, aujourd'hui, nous avons surtout un engagement de faire très attention à nos finances. Et nous allons en tout cas garder ce même niveau pour les premières années. Nous verrons comment ça se passe dans les années futures. S'il faut l'augmenter, on verra, on se posera la question. Mais dans l'immédiat, nous allons garder le même montant. Merci beaucoup, John, pour cette précision. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée encore. Bonjour, merci pour cette présentation. J'apprécie le projet de végétalisation de la place des Lumières. À noter le peu de végétaux et notamment d'arbres le long de nos rues, susceptibles de nous protéger des changements climatiques en cours dans les températures en hausse. Ce point mériterait d'être pris en compte, ce que vous faites peut-être dans vos différents projets, OAP, environnement du collège, MLK, LFA. Donc, je me tourne peut-être vers Jean-Christophe Hilaire et Bernard Millot-Rousseau sur ce point, si l'un des deux veut apporter une réponse. Jean-Christophe, peut-être? Oui, alors, il est certain que le couvert végétal apporte effectivement un abaissement de la température ambiante. Il faut savoir que la commune est quand même extrêmement favorisée à ce niveau-là, peut-être pas pour les alignements d'arbres, mais en tout cas par la proximité de la forêt, par les plans d'eau. En tout cas, dès qu'il y a projet de rénovation de rue, il est question d'y remettre des arbres. Les arbres qui ont été coupés sont prévus d'être replantés. La plantation des arbres, vous savez, c'est plutôt en hiver qu'en été. Donc, c'est pour ça que certains projets tardent peut-être à venir. Après, il faut aussi trouver des espèces qui soient résilientes, qui soient adaptatives au changement climatique. Parce que tout ça, ça évolue. Les alignements d'arbres, par exemple, dans des communes comme Versailles, sont en train d'être changés parce qu'il y a des maladies cryptogamiques qui atteignent des espèces classiques. Donc le sujet est compliqué, mais en tout cas, on y est tout à fait attentif. Merci, Jean-Christophe. Alors, Bernard, je crois que tu as eu deux questions qui t'ont été adressées. Oui, pardon. Oui, deux questions qui concernent l'OAP2. Quand pensez-vous finaliser votre projet OAP2 et lancerez-vous par phase la rénovation du cœur de ville ou allez-vous attendre de pouvoir racheter d'autres parcelles? Alors, je dirais très simplement, il y a un temps pour tout. Nous sommes encore dans le temps de la concertation, de la consultation. Et c'est un hasard, c'est un pur hasard. Si je vous ai dit tout à l'heure que une réunion qui va réunir les groupes de travail et le comité de pilotage le 6 juillet prochain, c'est juste 12 mois après notre entrée en fonction, eh bien, on pourra penser, voilà, on peut dire que le 6 juillet au soir, la phase de concertation sera terminée et qu'ensuite, il faudra vraiment travailler sur le programme de cette OAP2. Donc, et bien sûr, ça serait très bien qu'avant la fin d'année, nous disposions d'un programme pour pouvoir lancer, si on décide de faire un OAP2, qu'on puisse lancer un appel à un projet d'intention avant la fin de l'année. Voilà ce que je peux dire. Merci, Bernard. Alors, j'ai deux questions peut-être adressées à Hervé. Il y en a une sur la participation citoyenne. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on l'avait annoncé il y a quelques mois, enfin près d'un an d'ailleurs. Et puis l'autre, c'est le problème de stationnement, notamment des voitures ventouses. Quelles actions envisagez-vous? Qu'est-ce que c'est la participation citoyenne? Ce sont les habitants qui peuvent participer de manière active à la prévention et à la remontée d'informations sur la sécurité autour de leur résidence, de leur lieu de résidence. Le dispositif fonctionne avec la participation de la police nationale. Et existe depuis 1 an à Buc. Nous avons commencé à initier le dispositif dans le Haut-Buc il y a maintenant presque 12 mois, on va dire 9 mois plus précisément.
les résidences auprès et les résidences autour de Auprès ont vu la participation citoyenne se développer au cours de l'année. Et notre intention est d'étoffer ce réseau. Je vais être très concret. Si vous voulez participer à la participation citoyenne et vous responsabiliser et échanger avec les élus et la police nationale sur les questions de sécurité, vous pouvez me contacter et j'organiserai, comme je le fais à peu près tous les 3 mois, des séminaires pour vous exposer précisément comment ça fonctionne et ce que vous pouvez faire pour votre sécurité. Donc voilà où nous en sommes. Nous allons étendre ce réseau dans les mois qui viennent, notamment dans le Babuc, dans certaines résidences identifiées. Donc voilà pour la participation citoyenne. Deuxième question, Monsieur le maire, quelles actions envisagez-vous pour régler les problèmes de stationnement? Donc, en la matière, je suis d'accord, la ville doit être simple et elle doit également permettre aux commerçants de recevoir leurs clients. Le principe que nous avons maintenu jusqu'à présent pour le stationnement en ville est le principe de gratuité avec une limitation horaire. Cette limitation, je vous le rappelle pour la place du marché, sur le parking extérieur, elle est de 6 heures et sur le parking intérieur de la place du marché est de 3 heures. Le premier axe de travail, c'est de faire respecter ces durées de stationnement. Nous avons notamment effectué des campagnes de prévention en mettant sur les automobiles qui étaient en infraction des messages d'avertissement. Le but étant de rendre conscients les contrevenants que ces horaires, ces tranches horaires de 2 heures, 3 heures ou 6 heures sont là pour le bien de tous. Donc, nous avons fait de la prévention. Nous allons travailler sur la signalétique pour bien que l'on soit conscient quand on se gare du temps qu'on a sur les différents parkings. Nous avons travaillé avec certains acteurs économiques qui utilisaient des places de stationnement en ville pour leur activité. Nous avons travaillé de manière commune avec différents acteurs pour libérer ces places. Donc, la commune a travaillé, je pense, intelligemment pour libérer des places de stationnement. Donc, voilà un petit peu les différents axes sur lesquels nous avons travaillé et nous continuons. Merci beaucoup, Hervé. Alors, une autre question qui est arrivée. J'ai noté la refonte du site Internet. J'espère que les informations y seront plus visibles. Par exemple, les réunions environnement ne sont, sauf erreur, actuellement pas mentionnées dans l'agenda du site actuel. Une petite marge de progrès, donc merci. Effectivement, je crois que nous avons noté qu'il y avait une petite marge de progrès sur notre site. Oui, tout à fait exact. Cette remarque nous a été remontée également, pas uniquement pour ce point qui est précisé ici pour la réunion environnement qui n'est pas dans l'agenda, mais il y a souvent des améliorations qui peuvent être faites. Et donc, dans le sondage qu'on avait fait passer il y a quelques mois déjà, on avait eu des remontées d'amélioration de la présentation thématique des différentes délégations. Et sans dévoiler de secret d'État, c'est probablement vers cela que nous nous orientons dans la refonte du site Internet, avec des présentations par thème. Et effectivement, nous aurons des agendas qui seront associés et mis à jour, qui permettront de faire vivre les différents projets de façon beaucoup plus dynamique. Merci beaucoup, John. Alors, je crois que nous sommes arrivés au bout des questions. Il y en a une autre? Alors, j'ai reçu également une question sur sur les projets non reçus au budget participatif numéro 1. Peuvent-ils être à nouveau soumis au budget numéro 2? La réponse est oui, dans la mesure où ces projets répondent aux critères d'éligibilité, et notamment qui relèvent de l'intérêt général et qui sont
Ce sont des projets d'investissement et non de fonctionnement. Donc, vous verrez tout cela dans les critères d'éligibilité. Les projets qui n'étaient pas lauréats pour le premier exercice peuvent tout à fait être à nouveau représentés dans le cadre du prochain budget participatif. Merci John pour cette précision. Donc, je pense que là, maintenant, nous sommes à la fin. Alors, ce n'est pas une question, mais plutôt une annonce que je vais passer et un remerciement. Nous avons eu les élections départementales et régionales dimanche dernier, comme vous le savez. Scrutin compliqué. BUC a eu un taux de participation, comme d'habitude, supérieur à la moyenne nationale, même s'il est quand même assez bas. Et je tenais à remercier tous les assesseurs qui ont été au nombre de 70 compte tenu des doubles bureaux. Donc vraiment, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de consacrer quelques heures de leur temps et, dimanche dernier. Et nous apprécierions énormément que eux et d'autres puissent participer encore dimanche prochain parce que nous avons les deux élections, le deuxième tour. Alors, ce sera plus simple à dépouiller, même si c'est allé assez vite. Et merci aux scrutateurs également. Et donc, nous aurons besoin à peu près du même nombre de personnes. Et il y a en fait 14 créneaux qui sont encore à remplir. Donc, si vous-même ou à côté de vous, vous avez des personnes qui, si vous êtes prêts à nous donner un coup de main pour permettre de tenir ces bureaux de vote, ce sera un grand merci à vous. Et donc, n'hésitez pas, je vous invite à contacter le cabinet. Donc, c'est cabinet du maire, tout attaché, @mairie-buc.fr. Le tiret du 6, vous connaissez par cœur l'adresse mail. Donc, par avance, un grand merci. Je tiens à remercier donc toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette réunion de ce soir sur les réalisations et perspectives de cette première année de mandat. J'espère que ça nous a permis de répondre aux interrogations que vous aviez. Je remercie également, bien évidemment, à nouveau tous les services qui nous ont permis de faire toutes ces réalisations, qui vont nous permettre de continuer sur les projets qui sont en cours, et nombreux sont ceux qui ont été évoqués. C'est grâce à leur implication, à leur expertise que nous pouvons avancer avec eux pour réaliser ce projet. Et puis, merci au conseil de quartier, aux différentes associations et aux Bucois qui, de manière individuelle, nous contactent pour contribuer à nous remonter les besoins, les attentes, nous aident à construire les projets, à améliorer le quotidien. J'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de la commission d'accessibilité, la visite que nous avons faite sur le quartier du Cerf-Volant. Sachez qu'il y en aura d'autres de manière régulière dans la ville, mais il y aura des choses comme ça sur différents sujets. Donc, continuez à vous investir aussi sur les budgets participatifs, c'est important. Encore une fois, hein, ce sont vos projets, c'est vous qui décidez, et après, la mairie réalise ces projets, et nous avons bien appris des suites de la première version. Donc, c'est important. L'équipe qui est là a certes un projet à réaliser sur la mandature, mais nous avons l'ambition et la volonté de nous adapter à la situation du moment et à vos besoins qui peuvent évoluer. Et donc, nous sommes toujours à l'écoute de vos attentes, de vos suggestions, de vos propositions. Nous en tiendrons compte le mieux possible. Merci à vous pour avoir suivi cette réunion ce soir. Nous aurons, comme je le disais tout à l'heure, un grand plaisir à vous retrouver en présentiel. Notez bien les dates de rentrée. Le premier week-end de septembre, c'est donc le forum des associations. Le 9 et 10 octobre, c'est le forum le festival BD. Le 25 septembre, c'est la fête de la fraternité, donc en collaboration avec les loges en Josas et Toussulnob, avec des animations, des surprises pour tout le monde. Pour les enfants, ce sera vraiment top. Et puis pour les nostalgiques des années passées, ce sera aussi intéressant. Donc venez nombreux. Nous espérons que le temps sera là. Et puis donc, c'est notre dernière réunion publique avant l'été. Le dernier conseil municipal avant l'été aura lieu le lundi 5 juillet. Et donc, au nom de
toute l'équipe municipale, pardon. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances. Rechargez bien les batteries, reposez-vous bien, reprenez bien des forces après une année qui a été compliquée pour beaucoup. Et j'espère que la rentrée nous permettra d'avoir vraiment derrière nous la crise sanitaire que nous connaissons maintenant depuis une quinzaine de mois. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, bonne fin de semaine et à bientôt à tous. Au revoir.